Merci Lucas. Donc, je vous donnerai juste quelques éléments sur la suite des interventions. Après, bienvenue et quelques consignes techniques. C'est notre collègue Esteban Benavides qui va nous donner quelques éléments sur l'Observatoire du Vivre Ensemble et aussi je dirais, un peu plus de contexte autour du projet et l'étude qui a été faite en collaboration avec la Ville de Montréal. Euh, Peut-être avant de donner la parole à Esteban, je pourrais demander à nos amis qui organisent les Journées de la paix de nous expliquer un petit peu l'activité et puis faire un peu de promotion pour cette initiative qui existe depuis plusieurs années déjà. Euh, Est-ce que, je ne sais pas si Brian est là ou Anna? Euh, oui, je suis ici. Ah, bonjour! Bonjour, Bob. Même si Anna est chercheur affiliée avec l'abri, elle veut que je le fasse, alors je vais parler un peu. Oui, alors moi je suis président du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. C'est un organisme charitable qui est formé de 21 membres des domaines de la philanthropie et des affaires. Et nos axes thématiques sont la diversité et l'inclusion, la prévention de la violence et la promotion d'une société pacifique et harmonieuse. Donc, une de nos initiatives depuis 2015 est c'est centré sur la Journée internationale de la paix, mais on le nomme Journée de la paix avec un S, parce qu'on met sous cet anglais, sous ce parapluie, autant d'activités qu'on puisse faire dans le temps du Journée de la paix. La Journée de la paix propre, c'est le 21 septembre. Nous, on accumule les activités, on essaie de donner une plateforme, de l'assistance, tout ce qu'on peut faire, notre expertise. Cette année, ça déroule du 17 septembre jusqu'au 17 octobre. Donc, on est fiers, très fiers d'être associés à l'abri avec le travail que vous faites à l'Université Montréal, avec le laboratoire. Et j'ai déjà assisté au dernier webinaire que vous avez fait, un peu sur un sujet assez similaire, et c'était absolument formidable. Bonjour à tous. Alors, Rachida, je devrais dire. On a Esteban aussi. C'est un panel formidable, plein de gens qu'on aime et on est, comme j'ai dit, on est fiers d'être associés. Et si vous êtes intéressé sur les Journées de la paix, on a un site web dédié à ça. C'est www.journeedelapaix.com, journée avec un S. En anglais, c'est www.thepeacedays.com. Et notre réseau, c'est leréseaup.ca. Donc, vous êtes, il y a une dernière chose, ceci c'est un parmi plus que 50 activités sur les Journées de la paix. On a 46 partenaires sur le terrain. Tout ce qu'on fait, c'est basé dans la collaboration et on a plein de partenaires. Et comme je dis, l'abri est un partenaire qu'on tient à cœur. Merci beaucoup, Brian, pour ces mots. Je vais profiter pour faire un peu la pub des Journées de la paix. Journée avec S, n'est-ce pas? C'est ça. Merci pour les gros macarons. Et puis, si Lucas, tu pourrais peut-être nous envoyer les liens que Brian vient de mentionner, peut-être les envoyer dans le chat pour s'assurer que tout le monde a accès à ça. On avait pensé le faire, notre activité, le 21, la journée même. C'est la solstice aussi, je pense aussi. Hein, mais on n'a pas réussi, donc on est un petit peu en décalage avec la journée elle-même. Mais comme Brian a expliqué, c'est une série d'activités. La liste si vous consultez le site web des journées, la liste d'activités, c'est vraiment hallucinant. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup de variétés. C'est très, très riche comme programmation. Donc, pour nous aussi, ça nous fait plaisir de faire partie de cette initiative. Je discutais avec Anna qui a tout organisé. Merci, Anna. Qui est aussi membre de l'abri. Et puis, on s'est dit que c'est drôle qu'il n'y a pas plus de liens récurrents ou des liens systématiques entre les personnes qui sont dans la lutte du mouvement pour la paix
et les personnes qui travaillent dans les approches interculturelles, parce qu'il y a beaucoup de rapprochements entre ces deux mouvements, entre ces deux courants de pensée, mais il n'y a peut-être pas autant de contact entre les gens qui travaillent pour la paix et les interculturalistes, malgré nos intérêts communs. Donc, pour nous, c'était très important de participer aux journées et on est très honorés de faire partie du programme. Sur ce sujet, Bob, si je peux juste parler pendant quelques secondes de plus, on est en train d'organiser pour l'année prochaine, en premier lieu, une série de webinaires sur les matières de l'interculturalisme et aussi des solutions autour de la prévention de la violence, du racisme et de la discrimination. On fait ça avec Montréal en Action et l'organisme Six Degrees. Et tout ça sera en préparation aussi pour un forum sur la diversité et l'inclusion qu'on va offrir en novembre, où on veut, comme vous venez de dire, mettre ensemble une tonne de partenaires sur le terrain, des dizaines d'organismes qu'on connaît, j'espère même beaucoup qu'on ne connaît pas, pour une sorte de réseautage, pour qu'ils puissent se connaître et faire leur partenariat, et aussi afin de partager l'information sur qu'est-ce qui fonctionne dans le domaine, dans leur niche spécifique, je dirais, et d'avoir des dialogues qui sont très riches et ont beaucoup de valeur et bénéfices pour ceux qui travaillent dans le domaine. Super intéressant. Il faut nous tenir au courant de ça et on aimerait aussi partager l'information dans nos réseaux respectifs. Donc, absolument. On est en train d'organiser tout ça, mais absolument. Super. Donc, je vais demander maintenant à Esteban de nous expliquer un petit peu cette organisation très intéressante qui est l'Observatoire international des maires sur le vivre ensemble. Esteban, l'Observatoire et l'Abri travaillent ensemble maintenant depuis plusieurs années. Mais je vais laisser Esteban un peu donner le contexte sur l'Observatoire et sur les actions qui ont été mise en œuvre par l'Observatoire depuis un certain temps. Esteban, tu me diras, je pense que tu voulais que je mette un ou deux diapos. Si tu veux, tu peux mettre la diapo d'arrière-plan, puis après on pourra mettre la définition. En tout cas, bonjour à tous, puis merci beaucoup Bob, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis on est très content de collaborer avec le Labri et le Réseau pour la paix dans le cadre de cet atelier. Moi, j'étais content d'être ici pour l'Observatoire. D'ailleurs, j'ai aussi mon macaron pour les Journées de la paix. Et puis, cette semaine, on avait aussi organisé un autre atelier, plus en public de la francophonie. Donc, juste pour vous donner quelques mots sur l'Observatoire, il s'agit d'une plateforme d'échange en matière de cohésion sociale, d'inclusion, mais aussi d'un réseau international. En fait, on est basé à la ville de Montréal, au Bureau des relations internationales, mais en fait, il s'agit d'un réseau qui regroupe 55 villes de partout à travers le monde. Et l'idée, c'est de pouvoir documenter et d'échanger des bonnes pratiques, mais aussi des expériences, des défis en matière de tous les défis qui regroupent la thématique du vivre ensemble, cohésion sociale, inclusion. Et pour cela, on a bien sûr des rencontres, mais on a aussi un site Internet à partir duquel on partage et on documente ces expériences. Je vous le donne, c'est observatoirevivre-ensemble.org. Et parmi les rencontres qu'on fait, on collabore de près avec différents d'acteurs au niveau des villes. Tout d'abord avec les maires au niveau politique, mais aussi avec les différents services qui sont impliqués dans la mise en œuvre du vivre ensemble au quotidien. Et le lien aussi avec les acteurs universitaires. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi une sorte d'illustration de cette collaboration entre les villes et les universités. Donc, juste pour donner un peu une introduction générale sur l'atelier d'aujourd'hui, je voulais dire quelques éléments très généraux sur la thématique du vivre ensemble au niveau international, parce que pour donner un portrait plus large, tout d'abord, le vivre ensemble est un défi qui concerne les villes de partout à travers le monde. Partout, la question de la croissance des villes, l'intensification de la mobilité humaine pose de plus en plus le défi de la cohésion sociale, de la gestion de la diversité, de l'inclusion. En ce sens, c'est une thématique qui s'inscrit vraiment dans les dynamiques de mondialisation. Deuxièmement, les questions de vivre ensemble, que ce soit sous une connotation négative ou positive,
ont tendance à revenir lorsqu'il y a une période de crise ou d'incertitude. Et c'est ça le cas maintenant avec la question de la pandémie. Mais ça a été aussi le cas avant avec d'autres types de crises. Et troisièmement, c'est la question du rôle des villes, parce que toutes les questions associées au vivre ensemble et à la cohésion sociale se déroulent de manière concrète et pratique dans les villes. Les gouvernements locaux sont, en raison de leur proximité avec les citoyens, sont en première ligne pour proposer des solutions concrètes, pour développer des solutions innovantes et pour s'inspirer aussi des expériences des autres villes. À l'Observatoire, on promeut l'idée qu'il existe ce qu'on pourrait appeler des politiques municipales du vivre ensemble. Ça regroupe beaucoup de choses, mais en fait, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de villes un peu partout à travers le monde qui promeuvent le vivre ensemble et le font de différentes manières à travers des politiques, des programmes, des initiatives municipales qui ne portent pas toujours ce nom-là, ce n'est pas toujours cette étiquette-là, mais qui contribuent à l'objectif global de renforcer le lien social à travers des politiques en matière de diversité, des plans contre, je ne sais pas, la discrimination ou l'intégration de nouveaux arrivants, etc. Il y a, comme disait Bob tout à l'heure, on a aussi une initiative parallèle avec des villes de la francophonie et avec les maires de la francophonie. Et dans ce cadre-là, on a collaboré avec le Labri pour faire une étude sur une sorte d'état des lieux sur les politiques municipales du vivre ensemble, afin de voir les éléments communs et de faire des leçons sur comment il se met en pratique, en fait. Et tous les ans, on réunit les maires de principales villes de la francophonie, un peu partout, en Europe, je ne sais pas, à Genève, Bruxelles, en Afrique, Dakar, Abidjan. Donc, c'est toujours une quinzaine ou une vingtaine de maires de ces villes-là. Et c'est très intéressant de voir comment, finalement, c'est les mêmes problématiques qui reviennent. Même si nos contextes sont très différents, c'est toujours les mêmes questions. Autre chose, c'est qu'on dit parfois, on entend parfois que le vivre ensemble, c'est un slogan ou c'est récupéré politiquement et tout ça. mais en fait, là, quand on est avec les maires réunis autour de la table, on voit vraiment que pour les maires, c'est très important parce que c'est eux ou elles les figures de cette sorte de cohésion sociale, d'unité dans la communauté. Et lorsqu'il y a des villes qui sont soumises à certaines crises, là, le rôle des maires, il est très important. Et ça, c'est quelque chose qui revient un peu partout dans les villes avec qui on travaille. Donc, avec ces villes-là, on a une démarche commune. On a commencé par une définition commune. Et c'est ce qu'on a fait avec le Labri. Puis, je la partage avec vous sur l'écran. Et c'est une définition qu'on s'est donnée pour dire, bon, c'est un sujet qui est très large et qui a différentes connotations, mais on va donc commencer par le définir entre ce groupe de villes, une vingtaine de villes de la francophonie, et c'est ça la définition qu'on a élaborée. Vous pouvez la consulter vous-même sur la diapositive, mais il y a différentes notions de dialogue, de respect de la diversité, d'inclusion. Et cette définition-là, elle est aussi partagée par d'autres villes de la francophonie aussi. Et nous, on essaie de la promouvoir au-delà. Donc, ça, c'était pour vous donner un peu le portrait d'ensemble de ce qu'on fait. Peut-être Bob va vous en parler plus en détail dans sa présentation sur la démarche qu'on a réalisée avec la Commission sur le vivre ensemble de la francophonie. Et puis, par la suite, Rachida va vous présenter, en fait, avant, va vous présenter de manière plus large les modèles politiques de gestion de la diversité à l'échelle nationale. Et puis, on aura ensuite un moment pour échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esteban. Je pense que je vais, si vous me permettez quelques instants, je vais demander à Rachida de se préparer tranquillement pendant que je cherche son PowerPoint. Rachida, est-ce que tu peux aussi juste nous rappeler un peu
pour nos participants qui sont peut-être, je pense que majoritairement les participants viennent de Montréal ou les environs au Québec. Si tu peux nous rappeler un peu cette question-là de s'assurer que tout le monde qui soit là n'est pas familier avec Oui, quoi. tu veux que je le fasse tout de suite Oui, pendant juste que tu cherches? un D'accord. appel sur l'utilisation du chat aussi. D'accord. Bien, alors, bonjour tout le monde. Donc, paix, peace, salam, shalom. Donc, bienvenue à cette activité qui est organisée dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Puis merci Brian d'être avec nous et merci à tout le monde. Oui, on ne sait pas toujours si les personnes sont majoritairement du Québec et du Canada. Donc, il y a des implicites qu'on n'a pas besoin d'expliciter ou s'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur du pays. Donc, si dans ma présentation ou dans vos présentations respectives, nous faisons allusion à des événements ou à des situations qui ne vous disent rien parce que vous êtes basé ailleurs qu'au Québec, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le chat et pendant la période de questions, on va apporter des précisions et des fois, si c'est dans mon cas, je pourrais, juste après ma présentation, répondre à ces questions-là. Des gens qui sont ailleurs qu'au Québec et qui nous disent de quoi parlez-vous, on n'est pas au courant. Ça va? Alors, donc, j'ai plus besoin de gagner du temps maintenant, ma présentation. Donc là, ma présentation, en fait, va un peu mettre la table, dresser la table. Et ce que je vais faire, c'est que on fonctionne en entonnoir, Bob et moi. Donc, moi, je vais vous présenter les modèles politiques de gestion du vivre ensemble ou d'aménagement du pluralisme. Je vais présenter les 3 modèles les plus connus à l'échelle nationale et internationale. Donc, le modèle dit québécois, interculturel, le modèle multiculturel canadien et le modèle assimilationniste ou républicain français. Je vais, dans un premier temps, dans une première diapositive sous forme de tableau, expliciter la philosophie, les enjeux et la finalité, la visée de chacun de ces 3 modèles. Et dans un deuxième temps, je vais en dégager la pertinence et les limites, c'est-à-dire pour chacun de ces modèles, en quoi ce modèle est pertinent et à quelles limites il se heurte. Tout ça est dans des tableaux qui vont vous être rendus disponibles, donc ne vous inquiétez pas si vous ratez des choses. Mais comme on fonctionne en entonnoir et que je commence par le macro, je vais quand même, on souhaite quand même que vous gardiez en tête que tout ça, ça doit atterrir. Atterrir, vivre ensemble, ce sont des gens qui sont ensemble dans une cité et qui participent d'abord à vivre ensemble pour le plaisir, idéalement selon les règles du bon voisinage, mais qui sont parfois aussi appelés à résoudre des problèmes ensemble, à résoudre des problèmes de vivre ensemble. Et c'est là que les modèles sous-jacents et la philosophie sous-jacente à ces modèles entre en ligne de compte parce qu'elle vient influencer fortement la façon dont on aborde les problèmes de vivre ensemble et dont on les résout et les éléments qu'on va mettre de l'avant selon qu'on soit dans une optique républicaine, multiculturaliste ou interculturaliste. Alors, rapidement, pour ceux qui vivent à Montréal, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à Montréal. Oui, Roxane, ces tableaux vont être rendus disponibles à tout le monde. Donc, pendant le COVID, au début du COVID, au printemps, le COVID coïncidait avec les fêtes juives de Pessah, de Pâques, et il y avait la question du Shabbat, et des membres de la communauté juive hassidique dans le quartier d'Outremont ont demandé et ont négocié avec les autorités et avec le voisinage des moyens de pallier l'impossibilité de se rendre dans les synagogues. Ça a suscité quelques grincements de dents, mais ça a aussi permis à la communauté hassidique de se faire mieux connaître et peut-être de se rapprocher et de créer des ponts. Alors, voilà un exemple concret de vivre ensemble qui peut être, que l'on peut tenter de résoudre en utilisant les 3 philosophies du vivre ensemble et on verra que selon chacune des philosophies, les réponses et le degré peut-être de souplesse aussi n'est pas le même. Je peux passer, merci Bob de gérer mon PowerPoint. Alors, on peut passer à la première diapo. Donc, les modèles politiques d'aménagement du vivre ensemble. Chacun de ces 3 modèles, je vous dis tout de suite que l'idée même d'un modèle de vivre ensemble est absurde. Le vivre ensemble, c'est une dynamique, ça se construit, ça se fait, ça se défait. Donc, un modèle figé de vivre ensemble est absurde. Le vivre ensemble est une construction, une dynamique et un mouvement, mais bien entendu, les modèles politiques, puisqu'il faut les nommer, sont des modèles. Donc, le modèle républicain à la française, sa philosophie sous-jacente, c'est vivre comme.
Et l'enjeu principal dans le modèle républicain, c'est la préservation du lien social. C'est-à-dire qu'on présume que s'il n'était pas géré et s'il n'était pas encadré par les règles de la République, le tissu social pourrait s'effriter. Et la visée du républicanisme, et là je vais aller à l'encontre d'une idée reçue, il n'y a pas un républicanisme, il y a des républicanismes. À un bout du spectre, il y a une visée assimilationniste. À Rome, faites comme les Romains. Et à l'autre bout du spectre, il y a une vision intégrative, c'est-à-dire on vous aime tellement qu'on veut que vous soyez comme nous, en quelque sorte. Pour le modèle multiculturaliste, la philosophie sous-jacente, c'est vivre et laisser vivre. L'enjeu, c'est d'assurer la coexistence pacifique. Donc, selon le multiculturalisme, il n'y a pas une obligation, il y a un impératif d'interaction et d'interaction en fait, mais il y a un impératif de coexistence pacifique dans le respect et la tolérance. La visée du modèle multiculturaliste, elle est adaptative, c'est-à-dire qu'on considère qu'une société plurielle, c'est une société qui a une diversité de composantes ethniques, sexuelles, socio-économiques, etc., et que chacune des composantes doit s'adapter à l'autre dans une optique de tolérance et autour du respect des mêmes lois et des mêmes règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'interagir, mais on est obligé quand même de respecter et d'observer les mêmes lois et de s'adapter à la diversification de la société. Quand on analyse par exemple le discours de Trudeau, il est très empreint de cette philosophie-là. Le modèle interculturel dit à la québécoise, c'est vivre avec, c'est-à-dire refonder le lien social. Il ne s'agit plus de préserver le lien social ou d'assurer la coexistence pacifique, mais de refonder ce lien. Donc là, il y a un enjeu d'éthique sociale, c'est-à-dire nous ne serons plus ce que nous étions hier, et aucun de nous ne va sortir indemne de cette diversité, et il va falloir qu'on refonde le lien social et qu'on redéfinisse ensemble une nouvelle conception de la vie bonne. Et la visée, là encore, je vais à l'encontre d'une idée reçue, il n'y a pas un interculturalisme, il y a des interculturalismes. Il y a un interculturalisme soft, qui a une visée intégrative, c'est-à-dire intégrons-nous tous au cadre de référence de la culture dite majoritaire, et autour de ça, on va quand même se laisser transformer les uns par les autres, mais il y a quand même un noyau dur qui est la culture majoritaire francophone, alors qu'il y a à l'autre côté du spectre une autre conception de l'interculturalisme qui se rapproche un peu plus du multiculturalisme et qui est une visée transformative, c'est-à-dire nous allons tous vivre la transformation pluraliste, et ce qui va sortir à l'autre bout de la boîte noire, ça va être quelque chose qui ressemble à chacun de nous, mais mais aucun de nous n'aura une véritable préséance. Sauf les autochtones qui, eux, doivent être préservés dans leur caractère distinct et préservés contre toutes les formes de transformation. La pertinence et les limites de chacun des modèles. Pour le modèle républicain, la pertinence, moi je pars du principe qu'aucun modèle n'est caricatural et mauvais en soi, que c'est dans ses applications pratiques qu'il se heurte à des difficultés et à des limites. Donc dans ses origines et dans le pari qu'il fait, le modèle républicain à la française misait sur trois aspects, trois variantes. Le temps et ses effets assimilateurs, c'est-à-dire que la première génération va avoir des difficultés, mais les deuxième et troisième générations vont s'intégrer. Ce que beaucoup de gens disent aussi chez nous ici. Et finalement, ce que j'appelle l'effet Charles Aznavour, c'est-à-dire un Arménien qui est devenu tellement assimilé qu'il est devenu l'incarnation de la culture française. L'école publique et ses effets intégrateurs, d'où cette espèce d'attachement profond à une école publique, par exemple sans signe religieux, sans accommodement religieux. Donc on présume dans le modèle républicain que l'école publique a des effets intégrateurs dans la mesure où c'est une école publique qui gomme les différences. La citoyenneté et ses effets émancipateurs, c'est-à-dire si on compte sur les effets assimilateurs du temps et sur les effets intégrateurs de l'école publique, on va en arriver aux effets émancipateurs de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on va donner à tous les citoyens, quelles que soient leurs origines ou leur orientation sexuelle ou tout ce qui pourrait, leur vulnérabilité, qui pourrait les empêcher d'entrer dans la ronde de la citoyenneté, on va leur donner les outils les outils d'émancipation et on va les émanciper de leur groupe d'appartenance, donc du communautarisme.
Ce qui explique pourquoi en France, le communautarisme est considéré comme péjoratif, alors que chez nous, le communautarisme est considéré comme un droit. On a le droit d'être dans la cité, citoyen, mais aussi de se reconnaître dans sa communauté. Le cadre commun, ce sont les fameuses valeurs de la République que pour certains, il faut refonder parce qu'elles sont en panne et que pour d'autres, il faut préserver parce que si on les préservait, on éliminerait les communautarismes. Les limites de ce modèle-là, ce sont les barrières historiques, notamment le contentieux colonial mal liquidé, les barrières socio-économiques, notamment des politiques d'intégration et d'accueil ou l'absence de politiques d'accueil et d'intégration qui ont fait en sorte que, notamment pour les populations immigrantes, on a créé des banlieues qui étaient excentrées, qui étaient à l'extérieur de la ville et qui favorisaient le communautarisme au lieu de le contrer et donc qui ont empêché les effets assimilateurs du temps. Colonne 1, quand on est entre nous, eh ben, la deuxième génération et la troisième génération n'est pas plus intégrée puisqu'elle n'a côtoyé les natifs que dans une école publique, mais l'école publique ne peut pas jouer son rôle intégrateur puisqu'il y a une forte concentration ethnique. Donc, tous ces paris n'ont pas été réussis parce que les conditions socio-économiques et politiques, donc le modèle n'a pas pensé les applications concrètes. C'est un modèle qui est resté très théorique, un idéal universel, mais il n'y a pas eu de politique et de plan d'action concret pour incarner cet idéal universaliste, humaniste, qui, philosophiquement, se défend très bien et n'a rien de négatif. Mais il n'a pas été accompagné de politique et de plan d'action concret. Et des barrières psychosociologiques, notamment le mythe du retour. Le mythe du retour qui a été entretenu autant par les parents de la première génération que par le pays lui-même qui a considéré, là je ne parle pas de toute la diversité, mais uniquement de la diversité ethnique, qui a pensé que ces immigrants allaient retourner chez eux, puisque au départ, c'était des travailleurs temporaires qui étaient appelés à rester 10-15 ans et à retourner chez eux. Le modèle multiculturaliste, le pari, c'est la pacification par le droit, c'est-à-dire vivre et laisser vivre, faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'interagir, vous n'êtes pas obligé de vous intégrer, vous n'êtes pas obligé d'exercer la citoyenneté autrement que la citoyenneté du passeport et du droit de voter et d'être élu. Mais, et en cas de problème, les tribunaux, c'est le droit, c'est l'observance des mêmes lois. Et en cas de conflit, les tribunaux vont gérer. Ce qui explique pourquoi, pour les anglophones, la judiciarisation n'est pas un gros mot, n'est pas péjoratif. Au contraire, c'est normal. Pour ne pas régler les conflits posés par le vivre ensemble à coups de poing, eh bien, on en appelle aux tribunaux. Au contraire, c'est très pacifique. Alors que chez les interculturalistes francophones et les assimilationnistes républicains, on considère que les anglophones règlent trop les problèmes du vivre ensemble par la judiciarisation et par le droit. L'autre pari du multiculturalisme, c'est que la diversité, donc l'éloge de la différence, la diversité est en soi une richesse. Et donc, on ne voit pas pourquoi il faut la percevoir et la problématiser et tenir un discours problématisant sur l'altérité. Le cadre civique commun, c'est les chartes et les droits. C'est pour ça que quand on dit, écoutez, il n'y en a pas de problème de vivre ensemble, et s'il y a un problème, on a des chartes, on a des droits qui ont tout pensé et qui ont pensé même à l'articulation des droits en cas de conflit de droits. Les limites, c'est la judiciarisation, c'est les limites pour ceux qui ne sont pas multiculturalistes, mais pour les multiculturalistes, c'est tout à fait normal. La judiciarisation, c'est justement l'antidote et le rempart contre la violence physique. L'autre impensé, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, c'est les conflits de valeurs. C'est un impensé, c'est une impasse du multiculturalisme, c'est que le multiculturalisme ne pense les problèmes du vivre ensemble qu'en termes de conflits de droit, avec un dominant, un dominé, un oppresseur, un opprimé, un minoritaire, un majoritaire. Et le modèle multiculturaliste n'a pas pensé des situations de conflit qui ne sont pas des conflits de droit, qui doivent se gérer sur le terrain juridique de l'articulation des droits, mais sur le terrain politique de la délibération et de la conciliation des intérêts divergents. Ça, c'est l'impensé du multiculturalisme. Le deuxième impensé dans les conflits de valeurs, c'est qu'il y a des conflits qui n'opposent pas un dominant et un dominé. D'abord, les frontières en dominant-dominé sont parfois floues.
parce qu'on peut appartenir aux deux groupes. On peut être un homme noir homosexuel, on peut être un homme blanc hétérosexuel, mais personne vivant avec un handicap. Donc les frontières dominant, dominées, minoritaires, majoritaires ne sont pas étanches. Et parfois, des conflits n'opposent pas un agresseur et un agressé, mais deux légitimités. Deux légitimités. Et là, c'est un enjeu éthique, de légitimité qu'il faut concilier et non pas trancher en faveur de celui qui a raison ou qui a tort. Et bien entendu, l'essentialisation, c'est-à-dire qu'on fige souvent les personnes dans leur groupe en leur niant le droit de se penser et de se concevoir en dehors d'un groupe d'appartenance et en dehors de toute injonction ou toute assignation à résidence identitaire. Le modèle interculturel, il fait le pari autour de 4 éléments, 4 points, 4 conditions préalables pour que le vivre ensemble soit possible. Le dialogue interculturel comme élément pacificateur, donc dialoguant pour installer un climat minimal pour pouvoir se comprendre, donc on dialogue, même si on ne s'entend pas, c'est pas grave, un peu la conversation d'Habermas. L'intégration par le partage d'un cadre civique commun, une fois qu'on s'est présenté les uns aux autres, il faut quand même si on veut débattre du vivre ensemble, il faut débattre autour d'une conception, autour de l'intérêt général. On ne peut pas juste juxtaposer des intérêts particuliers ou verser dans la concurrence identitaire. Donc, il faut s'entendre sur un cadre civique commun, l'intérêt général, autour duquel on repense l'intérêt général. La gestion des conflits de valeurs par la médiation, donc le fameux impensé du multiculturalisme, a été pensé par l'interculturalisme. Si ce n'est pas un conflit de droit et qu'on ne règle pas ça devant les tribunaux, il faut le régler quelque part, le conflit de valeurs, le conflit qui oppose deux légitimités, on va le régler par la médiation interculturelle. Et le 4e élément, c'est la transformation pluraliste par la délibération citoyenne. Après avoir dialogué, après avoir convenu d'un cadre civique commun qui est négociable, qui n'est pas figé, après avoir, tout en gérant les conflits de valeurs par la médiation, eh bien, on accepte tranquillement de tous se laisser transformer et ni se nier complètement dans nos particularités, ni rester intact. Donc, tout le monde, ni la société d'accueil ne reste intacte, elle va se laisser transformer par cette délibération, et ni les différentes composantes ethniques, sexuelles et autres. Le cadre commun, c'est les valeurs civiques communes, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on ne s'entend pas sur ces valeurs civiques communes. Qu'est-ce qu'on met dans les valeurs civiques communes? La langue, la laïcité, mais la laïcité, quelle laïcité? Une laïcité ouverte, une laïcité plus radicale, une laïcité plus dite ouverte. Donc, on ne s'entend même pas sur la terminologie. Est-ce que c'est un espace civique commun où on construit ensemble ces valeurs non négociables ou ces valeurs communes? Est-ce que c'est un cadre prédéfini par la culture majoritaire? Est-ce que ce sont des valeurs? Donc déjà, la difficulté, c'est une difficulté, mais pour les interculturalistes qui sont toujours dans les sables mouvants et le mouvement, c'est pas un problème, c'est juste un défi. Le conflit autour de la définition même de ce autour du quoi on délibère fait partie de la dynamique interculturelle. Et les limites, parce que je ne veux pas donner l'impression que je suis en train de vous vendre le modèle interculturel, il a des limites aussi et il a ses impensés et ce n'est pas pour rien qu'il a de la difficulté à s'articuler sous forme de politique. La première limite, c'est l'équilibre difficile entre la transmission et la construction. C'est très bien de dire théoriquement, le vivre ensemble, c'est de l'héritage et du construit. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'une table rase, il y a un patrimoine qui existait avant nous, il y a eu des autochtones, il y a eu des anglophones, des francophones, il y a eu une première vague de juifs orthodoxes qui sont arrivés à la fin du siècle dernier, il y a eu des vagues d'immigrants italiens, polonais. Toutes ces personnes-là font partie du cadre civique commun et ils ont contribué à construire le Québec moderne. Mais il y a aussi des nouveaux arrivants et ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés il y a 5 ans qu'ils n'ont pas le droit, eux aussi, de participer à la définition du cadre civique commun. Mais les interculturalistes sont divisés, comme je le disais dans la diapo précédente, il y en a qui sont plus soft plus dans l'intégration à un cadre préexistant et d'autres qui croient que c'est dans la construction ensemble de ce cadre qu'on va vraiment créer un Québec ou une société plurielle.
plurielle, une vraie société plurielle, qu'elle se définisse comme interculturaliste ou multiculturaliste, mais une société plurielle. Donc, l'équilibre entre la transmission et la construction, on ne s'entend pas. Le mouvement interculturaliste est divisé sur cette question. Il y en a qui ne voient que la transmission, l'adhésion à ce qui existait avant, et ensuite on construit l'avenir. Et il y en a qui considèrent que même le passé, il faut le définir ensemble, il faut y mettre les 200 ans d'esclavage et il faut y mettre les vagues d'immigration successives qui font partie de cette culture dite majoritaire. Dans le même esprit, la part respective de l'héritage et du construit, où placer le curseur? Est-ce qu'on commence l'histoire? Oui, Gérard Bouchard a donné son point de vue sur l'interculturalisme, mais comme je vous le disais, il y a des interculturalismes. Il y a le point de vue de Bouchard et il y a les tenants de la transmission et les tenants de la construction, pour faire court. Le passage et l'impensé, c'est pas un impensé, mais c'est une difficulté parce qu'il est pensé. On parle beaucoup de dialogue interculturel et de délibération et de médiation. Mais une des difficultés qui se vivent sur le terrain quand on essaie de pratiquer des activités interculturelles, c'est le passage du dialogue, ce que j'appelle gentiment les politesses, à la véritable délibération autour de conflits réels et de conflits qui divisent. Et même des fois, pas seulement des conflits ou des désaccords sur une certaine conception de la vie bonne, mais sur une incompatibilité entre deux conceptions de la vie bonne. On l'a vu beaucoup dans le débat sur la laïcité. Il y a deux conceptions incompatibles de la laïcité. À un moment donné, il va falloir trancher parce que les deux conceptions sont tellement incompatibles qu'il faut faire un choix sur quel type de laïcité et c'est là que l'horloge de l'interculturel tombe en panne. Et c'est là, je pense, qu'est le défi pour nous tous, quel que soit le modèle dans lequel on se reconnaît, peu importe le modèle, au-delà des modèles, je vais terminer. Si tu me donnes une minute, Bob, tu serais très gentil, je t'aimerais pour le restant de mes jours. Est-ce qu'on peut passer à la dernière? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, alors, dans le fond, les trois modèles, multiculturalistes, assimilationnistes, républicains, parce que la France aussi se pose la question. Les gens de gauche, à tout le moins, disent notre modèle républicain dans sa conception passéiste est en panne et il faut le refonder. Ça ne sert à rien de forcer les gens à adhérer à un modèle qui est lui-même en panne et qui doit être repensé. Donc, pour les trois modèles, dans le fond, l'arrimage du normatif à l'empirique, donc passer du modèle théorique à ses applications pratiques, c'est le fameux faire ensemble. Donc c'est le passage du vivre ensemble comme modèle normatif, pensé et articulé sous forme de politique publique, au faire ensemble dans la cité, sur le terrain, dans le fond, dans la citoyenneté de proximité, le faire ensemble de Mérieux, la construction du collectif. On oublie les modèles et on pense, on est ensemble, on construit du collectif. Ça prend trois conditions sine qua non, un projet, et ce n'est pas un projet prédéfini par un groupe qui soit majeur. C'est pas l'idéal interculturel, c'est pas le cadre civique commun, c'est un projet qui est en soi une dynamique qui se construit ensemble dans un rapport dialectique. C'est pas un projet préprogrammé. Ça ne veut pas dire qu'on fait table rase et qu'on nie le patrimoine et qu'on nie qu'il y a des gens qui étaient là avant et qui ont construit des choses. Ça veut juste dire que ce patrimoine-là il est mis dans le jeu. Il est mis en jeu lui aussi dans ce rapport dialectique. Ça suppose un rôle et une responsabilité pour chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire chaque citoyen. C'est une interaction entre ce qu'on pourrait faire et ce que chacun veut faire. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat est très polarisé et il y a beaucoup d'injonctions et d'assignations à résidence. On met les gens dans des cases, mais le faire ensemble, ça suppose que si j'entre dans la ronde de la citoyenneté pour construire du collectif et contribuer en tant que citoyen, citoyenne et en tant que personne à résoudre des problèmes qui sont posés dans ma communauté au sens large, le pays, la région, la province, la ville ou ma rue, dans ma rue. Je reviens à ma situation avec les hassidiques au départ. Et bien, quand j'entre dans cette dynamique-là, j'entre avec ce que je décide d'être.
il n'y a personne qui décide pour moi, ni mon groupe supposé d'appartenance et d'origine, ni mon groupe d'accueil. Je décide avec quel chapeau et avec quelle identité, ou d'entrer avec des identités multiples comme être libre, libre de se désigner, de s'auto-désigner dans cette dynamique. On ne m'attribue pas, on ne m'assigne pas un rôle. Et une autorité légitime, et c'est là la grande difficulté, fondée sur la responsabilité assumée. On a beau parler de faire ensemble et de construire du collectif sur le terrain, il faut quand même qu'il y ait des médiateurs, il faut quand même qu'il y ait des acteurs de la société civile qui représentent un peu les citoyens. Et c'est cette légitimité qui est en crise et en difficulté, c'est que les corps intermédiaires traditionnels, les syndicats, les leaders associatifs sont eux-mêmes en crise. Il n'y a pas que les modèles et les cadres normatifs qui sont en crise. Les corps intermédiaires n'ont pas toujours la légitimité, ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas toujours élus, parce qu'ils sont parfois autoproclamés. Et ils ont beaucoup de difficultés à jouer leur rôle d'amortisseur de tension et d'amortisseur de tension et d'acteurs qui sont là pour contester au nom des groupes dont ils sont supposés être représentatifs, mais aussi pour temporiser, pour entrer dans cette ronde, pour construire du commun. Voilà. Alors, dans le fond, il n'y a pas de solution. La solution, c'est de diversifier ces corps intermédiaires pour qu'à défaut d'être représentants, ils soient au moins suffisamment diversifiés pour être représentatifs de toutes les sensibilités et de ne pas laisser les leaders autoproclamés parler au nom de tout un groupe alors qu'ils ne sont pas représentatifs. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolée, j'ai parlé vite parce que j'avais peur que Bob me coupe le son. Rachida, je ne pourrai jamais te couper le son. Tu es gentil. Je suis en train de chercher le prochain PowerPoint, donc si vous me permettez quelques micro-moments. Merci beaucoup, Rachida, pour ta présentation. Moi, je vais enchaîner tout de suite avec ce que j'ai prévu comme la suite. Je pense que c'est une suite qui se dessine bien. C'est assez clair, la suite entre ce que Rachida a présenté et ce que moi, je vais présenter. J'aimerais juste retenir deux éléments de la présentation de Rachida parce que c'est des éléments très forts au niveau de la façon d'expliquer et de mobiliser le concept de vivre ensemble. Premièrement, c'est qu'elle explique que ces trois approches-là, même si on essaie de faire un modèle, comme elle expliquait, les modèles ne sont pas parfaits, c'est des représentations des modèles étatiques. Les trois sont légitimes et les trois, pour reprendre un peu l'analyse de Charles Taylor, chaque modèle a son propre contexte et son propre histoire. Donc, chaque modèle s'applique bien dans un certain contexte et il a un sens dans un certain contexte. Deuxième, c'est que j'aime beaucoup tout ce que Rachida explique sur la question du cadre civique commun. Les interculturalistes comme Gérard Bouchard ont utilisé d'autres termes, la culture publique commune, je ne sais pas quoi. J'aime bien le cadre civique commun parce que ça nous ramène à cette question du territoire, le territoire sur lequel nous vivons. Comme je vais expliquer dans ma présentation, on n'est pas dans un... C'est très difficile de s'imaginer faire partie d'un État parce qu'un État est lié à une nation et les nations sont complexes à l'intérieur de chaque État. Au Canada et au Québec surtout, on est très sensible à cette question-là. Et donc, comme ça a été soulevé aussi dans le chat, cette idée de ne pas s'arrêter sur le vivre ensemble, mais d'essayer de passer au faire ensemble, c'est vraiment génial comme proposition. Ça nous permet de changer carrément notre perception de ce que c'est le vivre ensemble. Moi, je voulais proposer d'atterrir un peu ça, en effet, étonnoir, comme proposé par Rachida, à l'échelle de la ville. Je fais beaucoup de recherches sur l'interculturel à l'échelle municipale et même en rapport avec les politiques municipales. Nous savons tous qu'avant qu'il y avait des États-nations, il y avait des cités, comme les fameuses cités grecques. Et historiquement, c'est dans ces contextes que la philosophie grecque et puis l'administration publique grecque, si on peut l'appeler ainsi, a forgé les idées sur les démocraties modernes et sur la participation, qu'est-ce que c'est faire partie de la cité, qui est incluse et qui est exclue. De m'en faire un fast-forward extrêmement rapide par rapport à notre ère contemporaine.
on constate qu'il y a non seulement une urbanisation très rapide, le monde s'urbanise depuis 50 ans, mais surtout depuis 10 ans. Il y a un processus d'urbanisation très rapide. Il y a aussi, parce qu'il y a des nouvelles formes de mobilité, il y a une diversification rapide de ces villes. Donc, non seulement qu'il y a plus de diversité, donc plus de personnes venues d'ailleurs dans la plupart des villes, grandes villes partout au monde, mais il y a des nouvelles formes de diversité. Donc, il y a des nouvelles expressions religieuses, des nouvelles langues, des nouvelles croyances, des nouvelles parcours migratoires. Donc, ça, c'est résumé un peu par le concept très cher aux chercheurs en sciences sociales, le concept de la super diversité. Je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup. Mais donc, ces nouvelles formes de diversification, de mobilité, mènent à des situations et des enjeux complètement inédits. C'est des situations qu'on n'a jamais vécues avant et on se demande, mais comment est-ce qu'on va faire face à ces situations-là? Plusieurs villes tournent vers l'idée de vivre ensemble comme une sorte de concept clé qui va permettre, un parapluie qui va permettre de s'occuper de tout un nombre complexe et croissant de situations. Je présume que tout le monde est confortable avec cette distinction entre ville grand V et ville petite v. Donc, il y a la ville, donc l'instance de gouvernance ou l'administration publique qu'on appelle ville. Il y a aussi la ville comme l'espace social ou l'espace, je dirais, même géographique, qui est l'endroit où on vit. Et puis la ville grand V doit s'occuper de la ville petite v. Ce qu'on voit dans la recherche, c'est que le vivre ensemble, c'est des idées abstraites, philosophiques, politiques, mais le vivre ensemble se passe à une échelle extrêmement locale. La perception de ce que c'est notre rapport avec l'autre, c'est toujours à la fois imaginé à l'échelle plus grande, mais filtré à travers nos interactions et puis nos contacts à l'échelle locale. Et donc, nous, dans nos recherches, on a décidé très tôt de ne pas se pencher, comme la plupart des chercheurs en sciences sociales, de ne pas se pencher sur l'échelle étatique. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant. Au contraire, c'est super intéressant de regarder ce que le Canada fait et comment ça se compare avec la France ou le Québec ou l'Australie. Mais c'est très difficile à atterrir la recherche empirique et de passer à l'action quand on reste à l'échelle des États. C'est plutôt cette idée de regarder la ville comme l'unité d'analyse ou comme l'échelle qui nous intéresse le plus, et en se rappelant qu'une ville n'est pas un pays. Les villes sont des créatures particulières, spécifiques, et une ville, justement, c'est une unité politique auquel les êtres humains peuvent s'adhérer plus facilement qu'au pays. Autrement dit, j'arrive à Montréal et je peux dire d'un jour au lendemain que je suis Montréalais. Mais arriver au Québec pour dire que je suis Québécois, ce n'est pas si évident. Arriver au Canada, c'est encore autre chose. Alors, les villes, c'est particulier et je pense que c'est une échelle d'analyse qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, je reprends un peu ce constat qui vient de nos collègues à la ville. C'était en fait les termes de référence il y a déjà 2 ans, plus que 2 ans, que la ville, nos collègues à la ville avaient essayé d'expliquer aux membres de cette association internationale des maires francophones pourquoi ils avaient la bonne idée de se pencher sur la question de vivre ensemble. Parce qu'il s'agit d'un enjeu qui est à caractère mondial, donc à une échelle globale, mais un enjeu où les villes se trouvent au premier plan, et de plus en plus. Donc, on parle du tournant municipal ou du virage municipal. On parle même, dans certaines recherches, de la municipalisation des politiques publiques. C'est vraiment fascinant ce qui se passe dans les villes. Les villes deviennent des joueurs importants, justement parce qu'on voit que les États et les gouvernements régionaux ne sont pas toujours en mesure de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, Esteban a mentionné un peu cette étude que nous avons faite en collaboration avec les collègues de l'Observatoire et aussi avec l'IMF. Il y a des démarches qui ont été faites pour que cette étude soit reprise par l'UNESCO
dans le cadre de plusieurs projets où il parle de l'inclusion et le patrimoine. Et je suis très, très fier et très content de la version qui est renouvelée de l'étude. C'est-à-dire que l'UNESCO fait un très bon travail de vulgarisation par rapport aux enjeux et par rapport aux résultats. Donc, je mettrai le lien, ou peut-être, Lucas, on pourrait envoyer le lien dans le chat, parce que c'est un document qui explique très bien les enjeux et puis les résultats de recherche. On était très contents de faire partie de cette initiative. Je vais vous donner quelques exemples du vivre ensemble à l'échelle municipale, parce que comme j'essaie d'expliquer, c'est à l'échelle municipale que le vivre ensemble se manifeste ou se mobilise. Et puis, je profite pour faire un peu de pub de ce réseau, le REMIRI, qui est le réseau de municipalités en immigration et en relations interculturelles du Québec. Je vois qu'il y a quelques collègues qui sont là, qui font partie active du réseau. C'est un petit réseau assez récent, qui est comme une sorte de communauté de pratique qui travaille sur les enjeux de vivre ensemble à l'échelle municipale au Québec. C'est comme, comme il existe ailleurs, c'est un réseau de villes interculturelles qui est spécifique au Québec. Donc, ces réseaux de villes interculturelles, ça existe dans plusieurs pays. Ça existe au Portugal, en Espagne, Italie, Norvège, même l'Angleterre. Ça émerge en Australie. Il y a une dizaine de pays qui ont des réseaux de villes interculturelles. Et le REMIRI fait partie de ce réseau de réseaux qui est encadré beaucoup par le Conseil de l'Europe et leur programme de villes interculturelles. Dans le cadre de nos travaux ensemble avec les membres du réseau, il y a plein d'exemples de pratiques inspirantes des projets. Par rapport au vivre ensemble spécifiquement, on peut citer évidemment l'Observatoire du vivre ensemble encadré par la Ville de Montréal. On peut citer aussi un projet super intéressant qui est mis sur pied par nos collègues à la Ville de Québec. Je pense que je vois quelques collègues qui sont là. Un projet qui date maintenant depuis plus qu'1 an et demi ou 2 ans, où suite aux activités, aux événements de la mosquée en 2019 à Québec, le maire de la Ville de Québec a décidé de se pencher sur la question de vivre ensemble. Et nos collègues à la Ville travaillent de façon très rigoureuse pour essayer d'identifier des indicateurs qui permettraient de faire l'évaluation des politiques et programmes de vivre ensemble. De mon point de vue, c'est comme une première. Et donc, bientôt, ils vont nous annoncer un peu le résultat de ces travaux. Je citerai aussi les collègues de la ville de Repentigny qui ont créé un cadre de référence avec le concept clé de vivre ensemble et qui ont décidé non seulement de créer un cadre de référence, mais ils ont pris le cadre de référence comme base pour faire la formation des employés à l'interne. Donc, cet engagement qu'une ville puisse avoir pour dire le vivre ensemble, ce n'est pas juste le discours des élus, c'est partagé par les fonctionnaires pour s'assurer que dans l'offre des services publics, c'est tenu en compte. Je pense que le cas de Repentigny est intéressant à regarder. Aussi, Esteban est familier avec ça, tout le travail qui a été fait par les différents membres de la commission technique et puis du groupe de travail à l'IMF sur le vivre ensemble. Douala, par exemple, avec une caravane de sensibilisation sur la paix. À Strasbourg, il y a des programmes intéressants, un conseil de résidents étrangers. Je pense qu'ils ont fait aussi beaucoup de travail sur la prévention à la radicalisation. Ciné-Club à Tunis. Bref, c'est super intéressant les pratiques qui sont répertoriées. Et dans le cadre de l'étude, on avait proposé un modèle, une grille d'analyse qui permet de comparer la proportion des programmes par rapport à le modèle 3D pluraliste qu'on utilise au labo. Donc, on a fait une sorte d'analyse comparative pour voir quelles villes font la promotion de la diversité, quelles villes font plus la lutte contre la discrimination et quelles villes sont plus impliquées dans les projets qui permettent de faire le rapprochement par le dialogue. Ce modèle en 3 parties, on pourrait en parler après si ça vous intéresse. Il y a quand même certains types de projets et programmes qui reviennent souvent, donc je voulais juste citer quelques exemples. Le parrainage professionnel qui existe
déjà à Montréal et je pense à Brossard, ils sont en train de travailler là-dessus. Des guides d'inclusion, c'est une problématique, un outil extrêmement important qui s'applique pas uniquement aux villes, mais à toute forme d'organisation, où les employés et les bénéficiaires des services regardent un peu, se donnent des balises et des indicateurs pour évaluer leurs propres pratiques inclusives. Dans les temps qui courent maintenant, on parle beaucoup des questions de profilage et puis la violence policière. Donc, il existe dans plusieurs villes depuis un certain temps des programmes de police de proximité. Je citerai aussi ce qui se passe à la ville de Longueuil avec le service de police de l'agglomération qui se penche autour de cette idée de une police de concertation. C'est super intéressant ce qu'ils font. Il y a des conseils interculturels comme celui de Montréal. Il y a aussi des villes qui font la promotion de ce qu'on appelle les rituels d'inclusion. Nous avons un livre qui va sortir à ce sujet bientôt, qui parle un peu des activités ritualisées, ludiques, organisées par les villes pour promouvoir l'inclusion des nouveaux arrivants. Donc, quelques constats de l'étude sur le vivre ensemble dans les villes. Premièrement, il y a quelque chose, il existerait quelque chose de spécifique au monde francophone, surtout à l'échelle locale ou municipale, c'est-à-dire que les villes dans la francophonie, selon les premières analyses, seraient un peu plus axées sur la lutte contre la discrimination et le rapprochement par le dialogue que sur la simple promotion de la diversité. Dans beaucoup de villes, on voit la promotion de la reconnaissance de la diversité, surtout dans les villes, dans les pays multiculturalistes. Mais dans les villes francophones, on dirait qu'il y a comme des saveurs, des orientations spécifiques. Et il y a certainement plus d'accès sur plus d'intérêt pour le rapprochement par le dialogue. Deuxième, il y a des villes qui vont reprendre l'idée de vivre ensemble pour signaler une posture d'ouverture. Donc, même s'il n'y a pas une politique ou un cadre de référence très clair, il y a des villes qui vont, dans la communication politique, qui vont utiliser le vivre ensemble pour montrer que notre ville est ouverte et nous avons un respect et une reconnaissance de la diversité qui existe. Et dans certains cas, et c'est le cas de Montréal que je trouve super intéressant, à partir de l'administration, la dernière administration Coder, le vivre ensemble permettrait de sortir de l'impasse entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Rachida a parlé un peu des tensions productives ou des conflits entre ces deux approches-là. Au Québec, c'est très actif. Moi, j'ai vu qu'à la Ville de Montréal, depuis longtemps, c'est difficile de parler de l'interculturel parce que c'est affilié avec une certaine orientation politique. Et donc, même si Montréal est la deuxième ville aux Amériques de faire partie du réseau des villes interculturelles, le vivre ensemble permet de parler d'autres choses et puis de ne pas tomber dans ce vieux débat entre les multi et les inter. Et donc, c'est bien démontré aussi dans l'étude que les villes qui parlent plus du vivre ensemble, ben, ils font un meilleur travail pour rassembler les citoyens et pour créer un sentiment d'appartenance. Je vais essayer de finir avec l'exemple qui sont en rapport avec la pandémie actuelle. Rachida, tu te souviens de la première fois qu'on avait mis qu'on avait fait le webinaire. On avait sollicité des exemples de situations auprès des participants. Cette fois-ci, pour donner plus de temps pour la discussion, on a décidé de peut-être donner un exemple de situation et puis de voir que dans la suite, de voir dans la discussion s'il y a des questions, commentaires. On peut aussi reprendre des situations, mais je voulais donc demander à Rachida de nous expliquer brièvement la situation qu'elle a proposée au début de sa présentation. Puis si ça vous intéresse, notre équipe a travaillé un peu sur l'idée des situations interculturelles, comment faire pour les répertorier, pour les analyser. Et donc, dans un texte qui paraît dans la revue Alterstice, on explique un peu cette méthodologie-là. Mais Rachida, est-ce que tu es là au niveau du son? Je pense oui, je suis là. Est-ce que tu peux, parce qu'il est 11 heures, oui. j'aimerais ça garder minimalement
20 ou 25 minutes pour la discussion. OK. Je vais le faire rapidement. Est-ce que tu as la grille d'analyse plus loin? Celle-là? Oui. OK. Dans le fond, juste pour que les gens sachent comment on travaille en fait avec des situations comme celle-là. On décrit la situation, les enjeux, donc qu'est-ce qui est en jeu, donc qu'est-ce qu'on a à gagner et à perdre de part et d'autre. Dans ce cas-là, les résidents avaient l'impression qu'ils avaient une part de quiétude à perdre. Du côté de la communauté juive orthodoxe, ils perdaient la possibilité de célébrer et donc d'exercer leur droit de culte. L'identification des intérêts communs, l'identification des intérêts divergents et la recherche de solutions qui rejoignent le plus possible l'intérêt commun, le plus possible. On ne peut pas trouver une solution idéale. Donc, je vais revenir à la situation. Ce qu'on a fait, juste revenir s'il te plaît, Bob. Merci beaucoup. Ce qui a été fait, c'est que les fidèles ont été autorisés à se réunir pour réciter des prières en respectant bien entendu les règles de distance physique, de distanciation physique, autant pour le soir de Shabbat que pour les fêtes de Seder. C'est sûr que ça a suscité, vous avez dû lire ça dans les journaux, des gens qui ont dit ils faisaient du bruit, c'est pas vrai que ça s'est limité au Seder, ils font ça maintenant tout le temps. Alors soit ils sont sur leur balcon, et ils le font de balcon à balcon parce qu'il y a quand même une concentration de familles juives orthodoxes ou dans les ruelles près des garages. Ils se réunissaient parfois de trottoir à trottoir. Ce qui est intéressant, c'est que comme tout le monde sait que c'est une communauté qui vit beaucoup en autarcie et qui pour toutes sortes de raisons n'interagit pas beaucoup avec le voisinage, les gens ont ouvert leurs portes et ont trouvé des petites boîtes de biscuits. Je dis toujours que ça a l'air naïf, mais c'est important. Dans le fond, ils ont dit aux gens, on sait qu'on vous a un peu dérangé et on sait que vous n'êtes pas content, mais bon, on veut partager un petit bout de ce Seder avec ces biscuits, traditionnels de la fête. Et finalement, somme toute, ça a créé beaucoup moins de remous qu'on pouvait l'imaginer. Voilà, en gros, ça s'est un peu terminé comme ça. Là, ça va revenir parce que là, on vient de passer… là, vous avez entendu au début de la semaine, les lieux de culte se plaignaient d'être fermés alors qu'on ouvrait les bars, par exemple. Et ils disaient, pourquoi on est privé d'aller dans nos lieux de culte et on va dans les bars et tout. Donc, cette question des rassemblements dans les lieux de culte va continuer à être très, très présente et ça va être une communauté ou l'autre. Hein. Oui, surtout avec l'arrivée de l'air, parce qu'on est plus obligé à être dans des espaces intérieurs. Donc, merci pour cet exemple, Rachida. On peut revenir là-dessus ou non. À chaque fois qu'on fait nos présentations, on se dit, est-ce qu'on parle du fait religieux? Parce que c'est un sujet très délicat. Mais on trouvait que l'exemple était intéressant parce que ça permet de voir les questions de voisinage et puis les vivre ensemble à l'échelle très, très locale. Aussi de voir comment les acteurs municipaux sont impliqués parce que ce modèle de médiation présenté par Rachida, ça fait partie et ça devrait faire partie des compétences des autorités locales, dans le gouvernement local, parce que justement, une ville est responsable pour le territoire physique. Et donc, c'est une question qui concerne pas seulement les citoyens, mais les autorités publiques qui sont responsables du territoire. Donc, il y a peut-être, excuse-moi, est-ce que je peux intervenir juste pour rebondir sur la question des lieux de culte? Effectivement, on est toujours hésitant à parler du fait religieux parce qu'on ne peut pas réduire. Ça s'est tellement confessionnalisé, le débat sur le vivre ensemble, on ne peut pas en rajouter. Mais quand on a fait la première rencontre, on a parlé des rassemblements dans les parcs. Et ça, c'est un enjeu aussi, surtout qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension rassemblement, atteinte à la quiétude du voisinage. Il y a la dimension générationnelle, donc des jeunes, il y a la dimension socio-économique, des jeunes qui n'avaient pas, ça s'est beaucoup vécu en été, qui n'avaient pas d'espace chez eux, donc qui se retrouvaient dans les parcs. Ça, c'est un enjeu de profilage, bien entendu.
Donc, quand est-ce que la police intervient? Est-ce que la couleur de peau fait en sorte qu'on va intervenir beaucoup plus facilement s'il y a 3 jeunes dans un parc ou 10 que si c'est une famille, juste une famille? Est-ce qu'il y a un profilage basé sur l'âge, sur l'origine ethnique ou nationale, etc. Donc, les exemples sont infinis. On a juste pris celui du lieu de culte parce que c'était une histoire intéressante, en fait. Je n'ai pas pu suivre au complet le chat, donc je vais tourner vers Lucas pour voir s'il peut nous aider à faire la transition vers la discussion. Oui. Donc, on a demandé aux gens d'intervenir sur le chat avec des commentaires ou des questions. Et puis, vous n'êtes pas obligé de reprendre votre question par le Zoom parce que Lucas peut aussi le lire ou le relire. Mais si vous voulez participer au Zoom, on vous encourage à ouvrir votre caméra, comme ça on peut voir à qui on parle. Lucas, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, donc c'est ça. Donc toutes les questions sont... Oui, c'est ça, j'ai pris un ordre. Déjà, quand les questions sont plus élaborées puis nécessitent peut-être des précisions, je vous encourage à prendre le droit de parole. Donc, je commencerai directement avec Alexandre Roy. Je ne sais pas si M. Roy voulait prendre la parole. C'est une question très intéressante auquel M. White, vous aviez répondu déjà. Là. Ou réagi. Réagi plutôt. Oui. Bon, sinon, on pourrait peut-être lire sa question. Je peux la lire, en effet. Donc, serait-il faux de penser qu'une ville, et non pas un État, ne peut qu'utiliser les champs d'action du modèle interculturel pour assurer le vivre ensemble? Est-ce qu'il est possible pour une ville de rattraper cette incohérence verticale? C'est intéressant. Hein? Moi, je vais inviter aussi Esteban à peut-être intervenir parce que j'aime bien l'expression incohérence verticale. En théorie systémique, on parle des échelles et puis on dit qu'il y a comme des décalages entre les échelles, justement parce qu'un État ne fait pas ce que fait une ville. Moi, je suis d'avis personnellement que les villes peuvent agir et avoir un champ d'action par rapport au vivre ensemble, mais il faut qu'ils se donnent les outils pour le faire, c'est-à-dire des cadres de référence, des programmes, des projets qui peuvent évaluer pour voir c'est quoi l'impact. Et il faut surtout que cette vision de vivre ensemble soit portée par les élus. Parce que si les responsables politiques n'y croient pas ou s'ils utilisent de façon juste, je dirais, instrumentale, mais les citoyens ne sont pas stupides. Ils savent quand c'est un discours politique vide de sens et ils savent quand la ville met un peu de muscles derrière les politiques. Esteban, je serais intéressant à avoir ta réaction à cette question-là. En fait, ça a été un peu dit, mais si vous voulez, les modèles, c'est des modèles, c'est théorique, ça veut couvrir beaucoup de choses et ils ne sont pas parfaits surtout. Et donc, on voit les failles, mais c'est effectivement dans les villes que ça se passe. C'est dans la pratique, dans le faire ensemble, sur le terrain. Donc, dans le modèle, on parle de cadre civique commun. C'est très théorique déjà de le dire, cadre civique commun. Mais dans la pratique, dans les villes, ça peut se passer dans une rue, dans un voisinage, un parc. Et si on reprend, je ne sais pas, l'exemple de la situation mentionnée par Rachida, est-ce qu'on est dans le républicanisme, l'interculturalisme? On est dans les solutions, la recherche des solutions concrètes dans la pratique. On cherche des solutions. Comment tu vois le rôle des villes? Les villes doivent... c'est quoi le rôle des villes dans des situations complexes? En fait, je ne sais pas s'il y a un rôle nécessairement pour les villes dans toutes les situations, mais pour les acteurs locaux, oui, c'est sûr. Et les acteurs locaux, ça va jusqu'aux citoyens. Donc, tout le monde peut contribuer à cette recherche des solutions. C'est bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, ben, on peut, à moins qu'il y ait quelqu'un qui voudrait intervenir, on peut peut-être prendre la prochaine question. Il y avait une question à propos, peut-être encore une fois, à propos des modèles qui demandait aux États-Unis, qui provenait de Marilyn Alert. Aux États-Unis, c'était quel type de modèle? Peut-être plus dans le cadre théorique de Rachida. Une bonne question. Rachida, qu'est-ce que... La réponse classique, c'est le melting pot.
américain. Donc, on est beaucoup dans le vivre et laisser vivre, même si au niveau du fait religieux, les choses sont un peu gérées différemment, mais on est un peu dans le vivre et laisser vivre, mais il reste quand même qu'il y a la question raciale qui traverse verticalement, horizontalement, transversalement, perpendiculairement. Dans le fond, la question raciale est comment dire, le fantôme de tout ce débat sur le vivre ensemble. Donc, c'est assez cocasse de dire que est américain qui décide de vivre aux États-Unis on est dans la méritocratie, on est dans est américain qui décide de le devenir. D'accord, et de travailler. Et en même temps, on a une composante fondamentale, la communauté, qui ne se sent toujours pas américaine en 2020. Donc voilà voilà l'impensé ou l'éléphant dans la pièce du melting pot américain qui se perçoit quand même comme le pays de tous les possibles et qui est perçu comme tel d'ailleurs par beaucoup de vagues d'immigration. C'est vraiment intéressant ta réponse, je suis d'accord avec toi. C'est la réponse classique, c'est melting pot. Mais c'est quoi melting pot en soi? Les États-Unis, c'est un cas super intéressant. C'est peut-être plus proche à un pays comme le Brésil qu'à un pays comme la France à cause de l'histoire de l'esclavage et des relations avec les peuples autochtones. Mais on peut le regarder et puis dire qu'il est à la fois multiculturaliste, parce que c'est un pays qui navigue dans l'univers du Royaume-Uni, puis cette pensée anglo-saxonne sur la diversité. Mais en même temps, c'est un pays qui est très républicain, c'est une république, parce que l'idée du melting pot vise l'assimilation. Non, mais c'est quelle assimilation? C'est vous allez vous assimiler à cette idée que, comme tu as dit, le rêve américain, c'est l'ordre du jour. Tu deviens ce que tu veux devenir et la seule chose que tu acceptes, c'est d'un jour au lendemain de te dire américain. Donc, c'est un peu drôle que le cadre civique commun, c'est très, très variable selon la région. Mais je pense que l'idée du melting pot, il explique tout le problème. Pour moi, le modèle aux États-Unis, c'est difficile à expliquer et c'est paradoxal. Et c'est la négation aussi, enfin, en tout cas le non-dit autour de tous les facteurs d'exclusion. Et ça fait quand même porter beaucoup sur le dos de l'individu la responsabilité de sa propre intégration et de sa propre participation à la vie publique. Donc on le voit. Déni total, et c'est pour ça que tous les problèmes avec Black Lives Matter, c'est pas pour rien que ça émerge aux États-Unis. Les problèmes sont là parce qu'il y a eu trop d'éléphants dans la salle et trop de non-dits depuis longtemps. Lucas, prochaine question? Oui, deux questions provenant de Joanne Saint-Onge. Elle demandait plutôt si parmi les 55 villes du réseau international, s'il y en avait qui provenaient d'Asie. Puis une autre question qu'elle vient tout juste de demander, savoir s'il y avait des recherches sur l'impact de ce qu'elle qualifie de ghetto sur le vivre ensemble. OK. Esteban, il me semble qu'il y a des villes en Asie. Vietnam, peut-être? Oui, il y a quelques villes en Asie, pas beaucoup, et c'est peut-être pas les plus représentatives. Il y a Séoul, ouais. Qui était très impliqué plus au niveau plus sur le volet économie sociale, ou Hiroshima, qui est une des villes fondatrices, qui a une longue histoire par rapport à la promotion de la paix, pour des raisons qu'on connaît. Et puis, en Asie aussi, Beyrouth, au Liban. Ah, OK. Donc, au Moyen-Orient. Est-ce qu'au Vietnam, il n'y a pas une des villes qui fait partie du réseau? Non. Non, OK. Mais par rapport à cette question du ghetto, moi, j'adore cette question-là. Rachida, il y a une crainte qui existe chez les interculturalistes, mais surtout chez les républicains, que si on parle trop des différences entre les groupes, ben on va juste finir en faisant le renforcement de renfermement des groupes, des groupes envers eux-mêmes, qui va avoir une sorte de repli, une ghettoisation culturelle. Moi, je trouve que cette crainte, au moins à Montréal et au Québec, je trouve que cette crainte est légitime, mais on le voit rarement. On le voit rarement comme problème. Comment tu vois? Oui, ça dépend comment. C'est pour ça que c'est important de dire, de dire vivre ensemble, c'est bien. D'abord, on n'est pas obligé de vivre ensemble. Bon, je pense qu'il faut rassurer tout le monde. On a le droit aussi de ne pas vivre ensemble. Toutes les sociétés.
C'est super important. Toutes les sociétés ont eu leurs ermites et puis et leurs misanthropes et on n'est pas obligé de vivre ensemble. C'est déjà. Par contre, comme société qui se dit d'accueil, etc., on a le devoir collectivement et individuellement de s'assurer qu'aucune personne ne soit exclue de la ronde de la citoyenneté, ne soit exclue parce qu'on ne lui a pas donné les outils économiques, intellectuels, l'éducation, l'espace, etc. Donc, l'obligation, elle est là, de ne laisser personne à l'extérieur par défaut. Mais laisser ceux qui veulent ne pas vivre ensemble, ne pas vivre ensemble. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, je pense que la question de la concentration ethnique et de la ghettoisation, elle va de pair avec un postulat qui est les identités multiples. Si on part de l'idée qu'on est tous porteurs d'identités multiples, on peut vivre dans un va-et-vient entre son groupe d'origine ou un groupe auquel on s'identifie. Parce qu'on peut très bien être subsaharien et se reconnaître beaucoup plus, se retrouver beaucoup plus avec les personnes homosexuelles, parce qu'en Afrique subsaharienne, on était brimé à cause de son orientation. Et on en connaît des personnes qui disent, moi, ma gang, quand je veux me sentir bien, je suis avec des personnes de la même orientation sexuelle et moi, je suis au village avec des gens qui me ressemblent. Et ils ne sont pas avec les subsahariens parce qu'avec les subsahariens, ils se sentent rejetés. Donc, je pense que la première condition importante, c'est de reconnaître que les identités sont multiples et qu'on a le droit de porter toutes ces identités et qu'on a le droit et la possibilité de choisir laquelle de ces identités on met en exergue à différents moments de sa vie et à différents moments de sa journée et dans différentes sphères de sa vie. Je sais pas, on peut aimer le thé à la menthe le matin et puis l'après-midi aller prendre une belle pâtisserie au Duc de Lorraine parce que ça nous rappelle Paris et puis écouter les charbonniers de l'enfer le soir et être très à l'aise avec tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, la crainte de la ghettoisation, elle est réelle, elle est légitime parce que je donne l'exemple très concret des écoles. Quand une école est à 99,9 et on en a à Montréal, issue de personnes de la diversité, eh bien, qui intègre qui et à quoi? Donc, c'est une vraie question, effectivement. Voilà, donc il faudrait… À Montréal, on est chanceux et au Québec, on n'a pas beaucoup de phénomènes. Donc, on a des petites bulles comme ça de concentration ici et là. Je ne veux pas nommer les quartiers parce que je n'aime pas stigmatiser, mais vous savez à quoi je fais allusion. Il y a quelques zones comme ça de concentration, mais on ne peut pas parler de ghetto à proprement parler. On ne peut pas en parler maintenant, mais il faut faire attention parce qu'on pourrait en avoir. Rachida, c'est une très bonne précision. Je vais revenir parce que Mme Saint-Onge nous offre quelques précisions par rapport à sa question. C'est vrai que les chercheurs disent qu'à Montréal, il y a une histoire qui a pas un phénomène de quartier ethnique à Montréal, comme beaucoup d'autres villes en Amérique du Nord. Ça existe, mais c'est beaucoup moins prononcé à Montréal. Mais il faut distinguer entre ce que les républicains appellent les ghettos culturels, donc le renfermement de certaines communautés, le repli sur soi et la crainte par rapport à ça, et la question des ghettos culturels dans le sens américain, c'est-à-dire les ghettos… Les latinos. C'est-à-dire où il y a des quartiers défavorisés avec des problèmes d'inégalité sociale et économique. Maintenant, moi, je sais que dans l'histoire des politiques publiques à Montréal, il y a beaucoup d'accent qui a été mis sur la mixité dans les logements, par exemple. Il y a une tradition de mixité dans les logements publics, logements sociaux, pour s'assurer justement qu'il n'y a pas trop de ségrégation entre les quartiers. Je pense que la vraie crainte des ghettos de tout le monde, que ce soit ghetto culturel ou ghetto économique, c'est la peur que la ségrégation je dirais, accentue les inégalités entre les personnes qui vivent sur le territoire. Donc, Rachida, tu connais bien le cas, je pense, des banlieues à Paris. C'était comme une politique d'État pour créer un espace pour certaines communautés, mais ça a vraiment mal viré. Donc, à travers le temps, moi, les gens tournent maintenant vers le modèle de Montréal plus que vers le modèle de Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette question? Donc, qu'est-ce qu'une ville fait pour limiter les ghettos, pour éviter l'effet de ségrégation qu'on voit de plus en plus?
Dans le fond, il faut le faire en amont parce que, effectivement, c'est particulier à Montréal parce qu'on peut dire qu'on n'a pas de ghetto puis on en a. On a des concentrations ethniques, mais on n'a pas de ghetto. Parce que quand on a une école à forte concentration, elle est à forte concentration de diversité ethnique, mais il n'y a pas un groupe qui domine. On ne peut pas dire qu'il y a telle communauté qui domine. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas dans un ghetto, on est juste à Montréal. Montréal, c'est multiethnique. OK? Bon. Alors, pour prévenir les ghettos, effectivement, la mixité sociale, éviter d'excentrer les gens comme ce qu'on a fait en France. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'était pas juste une coquetterie langagière au début quand je distinguais le communautarisme deux appartenances multiples. C'est-à-dire que si on voit une communauté ensemble, par moment, ça ne veut pas dire que c'est du communautarisme. Ça veut dire que les individus appartenant à cette communauté, par moment, aiment à se retrouver. Je vous donne un exemple très simple. Il y a eu des événements en Algérie, il y a eu des événements en Tunisie et au Liban. Il y a plein de Libanais de 3e et de 4e génération, dont certains ne parlent pas un traître mot de Libanais, qui vont se réunir devant l'ambassade pour contester, pour protester, parce qu'ils se sentent Libanais. Même si dans leur vie de tous les jours, ils sont issus de 3e, 4e génération, le Liban n'est pas là. Mais là, tout à coup, ils se sentent libanais. Est-ce que c'est du repli identitaire? Est-ce que c'est du communautarisme? Ou est-ce que c'est tout simplement le sentiment que cette identité-là fait partie d'eux et qu'à ce moment précis, ils ont envie de l'exprimer et de se montrer solidaires. Donc, quand on parle de communautarisme et je sais que c'est pas du tout le sens que lui donnait la personne qui posait la question, mais je veux dire que c'est vraiment important de distinguer le communautarisme de tout simplement les identités multiples qui font que par moment, on est communautariste ou on fait un peu de repli. Achta, tu serais d'accord, je pense, pour dire que une des forces de l'approche interculturelle, c'est qu'on est capable de parler de nos différences sans devenir crispé ou cristallisé. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, il y a un préjugé sur les approches interculturelles qui donne l'impression que l'interculturel va toujours réduire l'identité à l'aspect ethnique, ce qui n'est pas le cas. Dans les gens qui travaillent sur les approches interculturelles avec une approche critique, on est conscient et on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait que dans chaque être humain, il y a un univers d'identité et que ce n'est pas à l'État de me dire quelle identité qui est importante dans quelle situation. C'est une décision personnelle qui relève aussi de mes différentes appartenances de communauté. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis un être complexe et multiple et je suis capable de juger dans quel contexte, quel aspect de mon identité est le plus important. Donc, c'est un peu ça le problème pour moi avec le modèle multiculturaliste, parce qu'il définit les personnes selon une appartenance ethnique. Mais dans d'autres contextes, c'est mon identité linguistique ou genre ou d'identité raciale. Alors, mais les êtres humains sont très confortables à gérer ces différences-là. Mais quand il s'agit d'État, ça devient d'autres choses. Excuse-moi, je t'ai coupé, je ne veux pas faire une conversation entre nous deux, mais c'est la fameuse essentialisation, une des limites de l'interculturalisme, du multiculturalisme dont je parlais dans le tableau, effectivement. Mais c'est pas seulement, parce que je pense que le problème dans interculturalisme, c'est le mot culturel. Dès qu'on prononce le mot culture, on a l'impression qu'on parle de culture ethnique. Mais il y a des cultures entre guillemets sourdes, je sais que le mot n'est pas bon, il y a la culture des malentendants, il y a des sous-cultures, et l'interculturalisme c'est ça. Mais je pense qu'une des grandes difficultés qu'on a autant au Québec qu'au Canada, c'est cette ethnicisation du mot culture et l'ethnicisation du vivre ensemble. Dès qu'on parle de vivre ensemble, on pense tout de suite à vivre avec l'autre, avec les autres groupes ethniques. Mais on ne pense pas à vivre avec les identités de genre qui se diversifient. On ne pense pas à vivre avec les modèles de famille, les cultures familiales qui se diversifient. On ethnicise et il faut faire très attention. Ouais, je vais tourner vers Lucas pour voir s'il y a d'autres questions qu'on doit aborder. Oui, on a une question de Catherine Bradette qui demande à Mme Asdouz, en corrélation avec la situation sanitaire et le vivre ensemble, croyez-vous que nous assistons à un nouveau vivre ensemble? Y a-t-il un néo-vivre ensemble? Wow, bonne question. Wow, comme il y aurait un néo-racisme. Oui, pourquoi vous me posez cette question? Qu'est-ce que je vous ai fait, madame? Pourquoi vous me posez une question difficile? Bon, alors, est-ce qu'il y a... oui, j'ai pas de réponse, vous savez, moi, je
pense qu'on est sur un terrain tellement glissant, il n'y en a pas de réponse. Donc, je vais essayer d'apporter un éclairage, mais c'est pas oui ou non. Ce qu'on est en train de vivre, ce à quoi on est en train d'assister, c'est effectivement à aux limites des modèles. C'est-à-dire qu'on réalise que pendant 20 ans, on s'est beaucoup battu autour des modèles, en faisant le procès les uns des autres. Je ne veux pas être gentille avec les interculturalistes, mais je pense que les interculturalistes, eux, ils sont eux-mêmes tellement dans le mouvement que je pense pas qu'on faisait le procès de qui que ce soit. Bon. Mais les modèles se sont livrés à une guerre à des procès. Et ils se sont fait des procès les uns aux autres, surtout avec cette question de la diversité religieuse. Les assimilationnistes diabolisent le modèle multiculturaliste, les multiculturalistes diabolisent le modèle français en l'accusant de tous les maux. Et là, on est en train vraiment de réaliser que c'est pas ça. Que dans le fond, le problème, c'est pas le modèle. Le problème, c'est d'emprunter à chacun des modèles ce qui peut favoriser un vivre ensemble de proximité, parce que l'idée même d'un modèle de vivre ensemble mur à mur, le vivre ensemble à Montréal ne peut pas être pensé dans une ville comme Montréal, comme dans une ville comme Chibougamau, par exemple. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes réalités, ce sont pas les mêmes défis. D'accord? Sans vouloir dire qu'à Montréal, il y a juste l'ethnicité, il y a tout ça, il y a la pauvreté, oui, dans ce sens-là, on assiste à un néo-vivre ensemble qui ne se pose plus la question du bon modèle ou du mauvais modèle, mais des conditions favorables à l'articulation du meilleur de tous ces modèles-là pour résoudre des vrais problèmes de vivre ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, c'est mon éclairage. Comme tu expliques dans ton livre sur le vivre ensemble, c'est que chaque modèle est légitime, mais ça dépend du contexte et puis de la situation en particulier. Moi, je pense que les villes, c'est ça une chose que j'aime aussi de la culture municipale, si tu me permets de rebondir, c'est qu'il y a un pragmatisme dans les villes qui est super intéressant. Dans les administrations municipales, ils se disent, regarde, les modèles idéologiques, c'est un peu pour les autres. Nous, on a besoin d'agir pour s'assurer qu'il y a une cohésion sociale sur le territoire. Donc, ça ramène la réflexion sur les actions à un niveau beaucoup plus pragmatique. Je pense qu'il y avait, Lucas, une question de… Excusez-moi, j'avais juste un complément de réponse. Du côté de réponse des villes, en fait, un des principaux constats de la pandémie au niveau social, c'est peut-être pas tellement la création de nouveaux phénomènes, mais vraiment l'accentuation, comme on dit, on met en évidence et on intensifie des inégalités qui étaient déjà existantes. Ça souligne les inégalités déjà existantes. Et de la même manière qu'on disait qu'il y avait avant des politiques du vivre ensemble, et ça entre beaucoup plus dans le spectre d'action de gestion de la diversité, on peut aussi considérer que dans le contexte de pandémie, tout ce qui relève de mesures pour renforcer la protection sociale, le renforcement du filet social, pourrait entrer aussi dans les politiques du vivre ensemble. On veut laisser tomber personne, et donc on pourrait aussi l'inclure là-dedans. Regardez juste… Il y en a fait une recherche là-dessus ce printemps dans le processus du U20, Urbain 20. Et il y a un white paper qu'on a développé à l'Observatoire qui a été publié la semaine dernière. Je pourrais vous le partager et on fait un événement là-dessus. Mais on élargit, on va dire, l'univers d'initiatives de réponse des villes sur la thématique du vivre ensemble pour ne pas simplement se concentrer sur les questions de diversité, mais aussi sur la protection sociale que les villes sont aussi appelées à fournir en cas de crise. Je suis content quand les villes parlent de la diversité, mais je suis toujours un peu sceptique parce que je me dis, il y a beaucoup d'organismes communautaires, même des chercheurs et même des villes qui se contentent de faire une déclaration sur l'importance de la diversité. Pour moi, ça doit aller beaucoup plus loin. Et le vivre ensemble et le faire ensemble, ça permet d'aller à une autre étape, de vraiment penser en termes de filet social, comme tu dis, désaffiliation, sentiment d'appartenance, tous ces trucs-là qu'on peut
mais on essaie de commencer à mesurer pour savoir qu'est-ce que c'est faire partie d'une communauté. Lucas, je pense qu'on a prévu aller jusqu'à 11h30, mais si les gens continuent à participer, on pourrait peut-être prendre une ou deux autres questions. J'ai deux autres questions en liste. Il y a Madame Sylvie Payette qui posait une question bien élaborée. Je ne sais pas si elle voulait peut-être la poser de vive voix. Sinon, ah oui, merci. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, ce que je voulais soulever, je fais référence à la question du numérique, des technologies en temps de pandémie, mais c'est un point que je voulais soulever avant même ça. Moi, je suis bibliothécaire, je travaille beaucoup avec les personnes issues de l'immigration, avec des organismes aussi du milieu. Et puis, ce qu'on a souvent discuté, c'est que de plus en plus, on remarque que les personnes nouvellement arrivés vont beaucoup rester connectés avec les gens de leur milieu d'origine, le pays d'origine. Puis ça peut aller bien, hein, comme on dit, mais ça peut aller mal. Mais en même temps, c'est-à-dire que ces gens-là vont exprimer qu'ils vivent un isolement, qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, en tout cas un paquet d'obstacles. Mais par ailleurs, il y a comme cet aspect-là des choses qui fait que c'est, comment je pourrais dire, il y a comme un équilibre qui est difficile. Puis je trouve que comme Ville de Montréal, comme organisme communautaire à Montréal, on a une opportunité, mais en même temps, on a vraiment un frein. C'est comme, il y a vraiment une difficulté, puis à mon avis, qui s'accentue, puis que le contexte actuel de pandémie vient encore plus accentuer, qui fait que est-ce que finalement les gens ne sont pas en train d'être un peu en repli, puis on parlait du communautarisme, mais est-ce que finalement on n'est pas en train de se créer comme des espèces d'identités virtuelles, puis que finalement, moi j'adhère beaucoup au modèle interculturel, mais pour moi c'est un modèle où est-ce qu'on est en action, on est en interaction, c'est quelque chose de vivant, mais là, on ne peut pas juste être dans les concepts, là. Puis c'est comme quelque chose que, il me semble, je vois que ça s'accentue chaque fois plus, puis c'est quelque chose que je trouve un petit peu inquiétant, puis désolant. Puis qu'est-ce qu'on fait face à ça? Rachida? Oui, peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Sylvie. D'abord, merci d'être avec nous et de votre intérêt. Écoutez, il y a deux choses. Il y a effectivement ce que vous observez. Vous observez des gens qui se retrouvent entre eux. Et effectivement, si le communautarisme n'est pas un gros mot, ne devrait pas être considéré comme quelque chose d'anti-intégration, mais il y a des conditions aussi. Vous pouvez très bien vous retrouver entre vous parce qu'il y a des moments où vous en avez besoin, il y a une fête ou autre chose, ou parce que vous vous ennuyez de votre cuisine traditionnelle ou autre, mais quand vous y êtes contraint, parce que vous êtes isolé, vous venez d'arriver, et ce qui se présente devant vous, c'est dans votre voisinage des gens qui vous ressemblent, en soi, c'est pas mauvais. Le danger, et il existe, et on a des cas, le danger, c'est quand ces personnes-là sont elles-mêmes victimes d'isolement et d'exclusion et qu'elles sont arrivées avant vous et qu'il se tient un discours négatif, cynique, décourageant, qui vous aspire et qui vous dit « ça sert à rien ». Regarde, moi, je suis chauffeur de taxi, pourtant je suis ingénieur. Ça fait 15 ans que je suis chauffeur de taxi. Ça sert à rien. Ils ne vont pas t'intégrer. Donc, il y a un discours parfois négatif. Je ne juge pas le discours. C'est normal. Quand tu n'as pas été intégré, tu n'as pas envie de dire des gentillesses. OK? Mais et ces personnes-là peuvent des fois se faire aspirer et on fait sienne l'expérience négative de l'autre sans s'être donné la chance de vivre sa propre expérience et d'en tirer des conclusions. Et ça, il faut créer, c'est pour ça que qui intègre qui est important. Il faut trouver des gens qui sont bien installés et qui vont bien et qui vont non pas mentir et leur dire c'est facile, c'est génial, tout va bien, mais au moins leur refléter quelque chose dans le miroir d'encourageant. Ces personnes peuvent être des gens de la société d'accueil. Je sais pas, Bob, Esteban, peut-être, dans les années 90, on a beaucoup pratiqué le fameux jumelage interculturel. Moi, je présidais l'association pour l'éducation interculturelle à l'époque. On a pratiqué beaucoup le jumelage, donc on allait chercher des francophones, des natifs, et on leur disait, il y a une famille d'immigrants, de réfugiés qui arrive. Ça marchait et ça marchait pas. Ça marchait. Et après, quand on a évalué, on s'est doté quand même d'indicateurs. Le premier indicateur, c'était est-ce que de jumeler cette personne avec une famille francophone, dite de souche, est-ce que ça l'a poussée à déménager d'un quartier où elle était entre
entre soi et déménager dans un quartier. À l'époque, c'était Rosemont, Villeray, c'était des quartiers beaucoup plus francophones ou un peu italiens, Villeray. Est-ce que dans leur réseau d'amis, ils ont commencé à fréquenter d'autres personnes que des gens de leur communauté, etc. Donc, on peut évaluer avec des indicateurs fiables le jumelage. Mais pourquoi ça ne marchait pas? Ça ne marchait pas parce que il fallait profiler ces personnes. Il fallait trouver des profils qui matchaient. C'est-à-dire qu'il fallait que ces gens-là aient un intérêt commun. Quand c'était une personne qui était institutrice dans son pays d'origine et qui était jumelée avec une prof ici, du primaire aussi, du secondaire ou de la garderie, elles avaient un intérêt commun. Mais si c'était juste pour se rencontrer, se dire, ah ben la différence c'est bien, puis je vais te faire à manger, je vais te faire un pâté chinois, puis tu vas me faire un plat d'origine, la relation s'essoufflait. Et le jumelage ne marchait pas. Donc, moi, je crois encore au jumelage interculturel. La deuxième chose, c'est que maintenant, le jumelage peut se faire non seulement avec des natifs et des gens de la société majoritaire, mais avec des immigrants qui sont là depuis 3-4 générations, qui travaillent, qui vont bien et qui peuvent être une source d'espoir. Je ne sais pas si ça... Et là, on est dans le concret, on n'est pas dans la philosophie. Sinon, effectivement, en ce temps de pandémie, on a tendance à se replier sur soi et sur ses semblables. Il y a beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle la théorie du contact. Et il y a comme une sorte de consensus, entre guillemets, que plus de contact, moins de préjugés. Mais les exemples que tu donnes, c'est évident que ce n'est pas toujours le cas. Donc, les gens dans les villes et dans les services publics se rendent compte qu'il faut regarder les conditions de la rencontre. Ce n'est pas uniquement le fait d'avoir plus de contact. Je pense qu'on aura le temps. Merci Sylvie pour ta question, c'est apprécié. Je ne sais pas si, Lucas, on pourrait peut-être poser une dernière question avant de... Je pense que Roxane Archambault, vous vouliez poser une question. Peut-être juste activer votre micro. Oui. Allô et merci pour toute cette belle présentation. C'est vraiment chouette. Je me demandais si, parce que depuis les dernières semaines, le provincial invite quand même à la délation de manière plus ou moins officielle. Et puis, juste dans mon bloc, ça fait 4 fois que la police vient en 2 semaines. Elle vient pour des plaintes de bruit. Moi, je suis dans l'oreille. Elle dit qu'elle vient pour des plaintes de bruit. C'est tous des petits appartements dans mon bloc, donc il n'y a pas de famille qui reste là. C'est plutôt calme, il n'y a pas vraiment de party. On est presque toutes des filles. Puis j'ai l'impression que là, la police est utilisée pour des règlements de compte autres que COVID. Mais quand on dit bruit, on égale rassemblement. La police arrive un petit peu plus crinquée. Ben, je pense qu'il y en a plein en ce moment. Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils gardent peut-être les données? Est-ce qu'il y en a qui se penchent à savoir voir la nature de la plainte et puis chez qui ça envoie? Est-ce qu'on peut utiliser ce service-là pour comme opprimer plus certains? Les villes tiennent, la plupart des villes, je pense, tiennent des statistiques sur les plaintes et sur les interpellations. Et je sais que la Ville de Montréal a publié récemment, a commencé à parler de plus en plus de politique d'interpellation. Il y a un rapport qui est sorti récemment. Vous savez aussi qu'il y a le rapport de l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal sur l'élimination historique. Mais c'est juste dans ce cadre-là, il y avait des enjeux sur la capacité de la ville à reconnaître un problème. Donc, le jour où c'est sorti le rapport de la ville, la mairesse disait que oui, il y a discrimination systémique. Le service de police disait non, on n'a pas dit qu'il y a discrimination systémique. Donc, il y a comme un décalage entre les services parce que c'est des enjeux politiques extrêmement... Et donc, il y a des cultures spécifiques aux différents services. On voit avec nos collègues dans les bibliothèques qu'il y a beaucoup de sensibilité et une culture de bibliothèque par rapport à ces questions-là. Mais la culture de la police dans toutes les villes, c'est vraiment autre chose. Dans l'idée. Rachida, est-ce que tu voudrais peut-être rajouter des éléments ou nuancer? Oui,
Juste, non, pas nuancé, mais peut-être compléter. Il y a deux choses dans ce que vous dites, Roxane. Il y a la question du profilage, c'est-à-dire qu'on a tendance parfois, c'est le syndrome du bruit et des odeurs. Vous savez, Chirac, vous vous souvenez quand Chirac a dit le bruit et les odeurs, et donc on a tendance peut-être à venir. C'est pas la police qui vient trop vite. Ce sont les résidents qui ont parfois tendance à dénoncer trop vite quand ils ont des préjugés sur un groupe. C'est des jeunes, c'est des étudiants. En plus, ils sont pas d'ici. En plus, ils font souvent bon, donc il y a une question de profilage et ça, effectivement, c'est dangereux. La deuxième chose, c'est effectivement de toujours faire attention. C'est pour ça que c'est important de dire il y a le modèle de vivre ensemble, enfin, le cadre instauré par l'État et il y a ce qui nous appartient à nous. Parce que si on donne tout à l'État, ça devient du mur à mur. D'où, moi, je me méfie beaucoup, par exemple, des fameuses valeurs communes. Quand on dit il faut vivre ensemble, c'est de respecter les valeurs communes. Il suffirait qu'on dise que le respect de la quiétude des gens et le respect des règles de bon voisinage est une valeur non négociable, eh bien, fiez-vous sur la rigidité mentale de certains de nos concitoyens. Ils vont dire, ah ben oui, c'est une valeur non négociable, vous êtes en train de porter atteinte à mon droit, parce que les gens confondent le droit et la valeur. C'est écrit dans la politique sur l'interculturalisme qu'il faut respecter mon droit à la quiétude. J'ai appelé la police et je vais me mettre derrière la porte pour être sûr que la police va les menotter. Donc, d'où l'importance de prendre avec beaucoup de parcimonie cette histoire de valeur non négociable. Aucune valeur n'est non négociable. Il y a des règles il y a des principes qui ne sont pas négociables, il y a des droits qui ne sont pas négociables, mais les valeurs. Voilà. Rachida, je pense que tu fais bien d'insister sur les valeurs et puis de faire la différence entre les valeurs supposément communes, parce qu'il faut mettre des gros guillemets autour de mon valeur, et un cadre partagé. Donc, dans ce cas-ci, un cadre civique commun. J'aime bien, les valeurs se négocient, mais quand on a des lois ou un cadre politique ou même civique, ben, en principe, tout le monde est sujet à ça et l'interculturel, dans ses meilleurs moments, permet de parler des valeurs sans faire l'économie du cadre politique ou légal. Donc, il va falloir qu'on arrête là, malheureusement, parce qu'on a déjà dépassé notre temps. J'aimerais remercier d'abord nos collègues qui ont organisé les Journées de la paix, donc Brian et Anna, pour tout le soutien dans ce processus et d'avoir eu l'idée de nous inviter à organiser une activité. J'aimerais aussi remercier nos collègues à la Ville de Montréal, de l'Observatoire sur le vivre ensemble, pour leur collaboration et contribution sur le contenu. Merci aussi à Lucas pour son aide avec la modération et à ma collègue Rachida. Maintenant, c'est la troisième, quatrième fois qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là. Je suis très content. Et j'espère, comme disent un peu les gens dans le chat, qu'il va y avoir quelques suites. En principe, ce webinaire, on va le rendre disponible par le biais de notre chaîne YouTube qui est en création. Et on va aussi rendre disponible les PowerPoint pour que l'information puisse circuler. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Rachida? On a remercié notre cher Lucas qui s'occupe de nous avec beaucoup de discrétion et de délicatesse. Merci Lucas. Et merci bien entendu à vous deux, à Esteban et à toi. Maintenant, on fait partie de la famille. Bientôt, je vais vous réclamer mon droit d'héritage. Il faut aussi qu'on remercie tout le monde qui a participé à la séance. On a une bonne présence de personnes de différents contextes. Merci beaucoup pour votre écoute et pour les belles questions. Moi, je pense que c'est les meilleures questions qu'on a eues jusqu'à date. Ah oui. Donc, merci à tout le monde. Alors, on espère garder le contact et continuer à passer du vivre ensemble au faire ensemble. Bye tout le monde. Merci à tous. Bye. Merci. Bye. Oh, Brian! Rachida. Salut! Ah, c'était le fun. Tout le monde est parti? On est juste nous, là. On peut dire des conneries, là. On est tout seul. Il y a juste Brian, mais Brian, on peut dire des conneries devant lui. C'est toujours... Profite de l'occasion. Rachida, je pense que tu as déjà rencontré Anna. Oui. Je pense que je t'ai rencontré quand c'était pas ensemble pour la diversité, la remise des prix? Non, c'était au lancement de votre livre. Oh, Anna! Ben oui, Anna, la remise. Oui, c'est vous l'avez oublié.
Oh, je suis désolée, Anna, je commence à devenir sénile, je vieillis. C'est le Céline, fun, on a eu c'est des... encore mieux. Je deviens quoi? Céline, tu as dit que tu deviens Céline. Là. Oui. Oui, Céline. Non, en tout cas, c'est chouette, on a eu des questions intelligentes, alors c'était bien. Parce que des fois, la période de questions est un peu embarrassante parce qu'on ne sait pas trop, mais là, on a eu des belles questions. Hein. C'était chouette, c'était vraiment chouette. Donc, J'aimerais vous introduire aussi à ma femme Marcia Weatherup. bonjour, Oh, bonjour Marcia. Bonjour. Elle travaille fort sur le réseau avec moi.